Souhaiterais-tu découvrir qui sont les vrais riches? Souhaiterais-tu comprendre pourquoi certains gagnent beaucoup d'argent, mais ne possèdent rien, alors que d'autres, plus discrets, accumulent vraiment des fortunes? Eh bien, c'est justement ce que nous allons voir aujourd'hui dans ce nouvel épisode du podcast Les Résumés du Succès. Allez, on résume ensemble le livre The Millionaire Next Door. Allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue dans les Résumés du Succès. Une semaine de plus et puis plus d'un an même qu'on est là. Et chaque semaine, je te résume les meilleurs livres pour entreprendre, pour faire fructifier ton argent, mais aussi pour développer ton mindset orienté vers la réussite. Aujourd'hui, on s'attaque à un nouveau livre, à un monument de la finance personnelle, c'est The Millionaire Next Door, publié en 1996. Et on va parler un peu des auteurs ici. Donc, ce n'est pas un seul auteur, contrairement à certains livres, il y a deux auteurs. Le premier auteur, c'est Thomas J. Stanley, né en 1944. C'est un auteur américain et spécialiste du comportement financier des familles aisées. Il est docteur en administration des affaires dans l'université de Géorgie, aux États-Unis. Il a travaillé dans le conseil et enseigné le marketing dans plusieurs universités. Il a même consacré 20 ans à la recherche pour comprendre comment les Américains accumulent réellement de la richesse. Il est co-auteur donc du livre The Millionaire Next Door, celui qu'on résume aujourd'hui. C'est son ouvrage le plus connu. Il est décédé malheureusement en 2015 dans un accident de voiture. Et son co-auteur, donc, c'est William Dedenko, donc, qui, lui, il est professeur et chercheur à l'université de l'État de New York. Il est docteur également en management dans un institut polytechnique. Mais surtout, de la même manière que Thomas Stanley, il étudie les comportements des riches. Et surtout, lui, c'est plutôt orienté consommateur. Et la formation de la richesse, depuis plus de 30 ans qu'il exerce ça. C'est énorme. Et il est donc co-auteur de ce livre, mais aussi de Richer Than a Millionaire. Donc j'espère qu'on pourra le résumer aussi, ce livre, ultérieurement. Et donc dans ce livre, The Millionaire Next Door, les deux co-auteurs, ils ont donné les résultats de plus de 20 ans de recherche et d'interviews de plus de 500 millionnaires. Et durant leur recherche, les deux auteurs, eh bien, ils ont découvert le moyen de briser les mythes. Deux mythes précis qu'on va voir maintenant. Le premier mythe, c'est le millionnaire typique ne ressemble pas à ce que tu vois dans les films. Il n'a pas de Rolex en or, il n'a pas de voiture de luxe, dernier cri, il vit juste à côté de chez toi. Et donc c'est ce que l'on va voir ici, dans ce livre que j'ai divisé en deux grandes parties, on va dire. Dans la première partie, on va définir notre profil, et le livre nous explique que la richesse n'est pas ce que tu consommes, mais ce que tu accumules. Et on va voir une deuxième partie dans ce livre qui va répertorier 7 facteurs clés qui vont distinguer ceux qui accumulent de la richesse et ceux qui font que paraître riches. Allez, on se lance dans la première partie. Ils vont révéler que le portrait du riche est souvent l'opposé total de ce que notre programmation sociale nous a dicté. En effet, et c'est même courant, on pense souvent que la richesse est souvent associée à des signes visibles. Par exemple, avoir une voiture de luxe, avoir des montres prestigieuses, une grande maison ou des vêtements de marque. Et pour beaucoup de personnes, le millionnaire est quelqu'un qui affiche sa réussite. Pourtant, la réalité qui a été observée par les auteurs du livre est bien différente. Le millionnaire typique ne ressemble pas à ce que l'on voit dans les films ou les réseaux sociaux, mais au contraire, beaucoup de personnes riches vivent de manière assez discrète. Ils ne vont pas conduire une Ferrari, ils ne vont pas forcément porter du luxe, ils ne cherchent pas particulièrement à attirer l'attention, mais plutôt à privilégier la stabilité. À privilégier aussi l'épargne et l'investissement plutôt que la démonstration de ce qu'ils possèdent. Et cette différence entre perception et réalité, c'est l'un des points les plus importants de l'étude. Donc on va commencer par faire le diagnostic du profil. Pour changer nos résultats, on doit d'abord prendre conscience de notre situation actuelle, bien sûr. Les auteurs y proposent une équation mathématique pour mesurer ton efficacité à transformer ton revenu en patrimoine. L'équation, c'est la suivante. On commence à rentrer dans le dur ici. Donc,
ton âge multiplié par ton revenu annuel brut de toutes tes ressources, d'accord, divisé par 10, c'est égal à ton patrimoine net attendu. Ton patrimoine réel doit être le double du chiffre qui ressort de cette équation. Et si ton patrimoine est égal ou inférieur à la moitié du chiffre attendu par le résultat de cette équation, alors tu es un sous-accumulateur, un consommateur de richesse. L'idée, en fait, c'est que la richesse n'est pas ce que tu gagnes, ton revenu, mais ce que tu gardes, ce que tu en fais et si tu investis. C'est ton patrimoine. Et dans le livre, les auteurs, ils abordent 2 exemples pour comparer ces 2 profils. Mais avant ça, on va calculer vraiment avec cette équation. Par exemple, si tu as 30 ans et que tu gagnes 2000 € par mois net, ton revenu annuel donc, est de 24 000 € net. Donc, on fait le calcul. Ton âge 30 ans multiplié par tes revenus nets annuels 24 000, c'est égal à 720 000 €. Et donc, on a dit qu'on devait diviser par 10, donc 72 000. Et si ton patrimoine réel est le double de ce chiffre, alors tu es un champion de l'accumulation, tu es un accumulateur de richesse. Maintenant, on va passer à 2 exemples pour comparer ces 2 profils, avec un concept que j'ai trouvé assez marrant et intéressant, c'est le suivant. Gros chapeau, pas de bétail, ou alors en anglais, big hat, no cattle. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire que ce concept-là, cette expression qui vient du Texas, on va essayer de comprendre ce que veut dire cette expression avec des exemples de profils différents. Pour rappel, donc, PAW, ça veut dire accumulateur de richesse, et UAW, ça veut dire consommateur de richesse ou sous-accumulateur de richesse. L'exemple numéro 1 qu'on va voir ici, puisqu'on va en voir 2, pour bien comprendre ce que veut dire cette expression, 2 personnes différentes, on va comparer. L'un est officier de banque, l'autre est entrepreneur texan. Le profil numéro 1, donc c'est l'officier de banque typique. Il porte des costumes sur mesure, très chers, possède une montre de luxe à plus de 5 000 $ et il conduit une voiture étrangère, dernier cri, peut-être une Ferrari. En leasing, je ne sais pas si ça existe. Mais en tout cas, il conduit une voiture étrangère en leasing. Et pour tout le monde, c'est lui le vrai millionnaire puisqu'il affiche sa richesse. On voit qu'il est millionnaire, on voit qu'il s'habille, comment il s'habille. Il possède une maison de luxe aussi. Donc, on pense que c'est le millionnaire. À l'opposé, on a un entrepreneur texan qui est l'entrepreneur numéro 2, le profil numéro 2. Au contraire, lui, il va diriger une entreprise de construction de moteurs. Il porte des jeans, des chemises simples, il conduit un vieux pick-up de 10 ans et il vit dans une maison modeste d'un quartier de classe moyenne. Donc, pas de signe apparent de richesse. A priori, c'est un entrepreneur classique qui s'en sort comme il peut, puisqu'il n'a pas de voiture de luxe, il ne montre pas sa richesse, en gros. Eh bien, le verdict, c'est que, contrairement aux apparences, le banquier dépense son revenu pour maintenir son statut social. Tandis que le Texan, lui, l'entrepreneur, il possède beaucoup de bétail. C'est de là d'où vient l'expression, des actifs nets et massifs. Mais il a un petit chapeau. Ça veut dire qu'il ne montre pas de superflu. Il reste modeste et il accumule de la richesse en arrière-plan. Voilà la différence. Donc, pour les 2 auteurs, il ne faut pas afficher sa richesse, puisque c'est de la consommation de richesse. Il vaut mieux rester modeste, garder ce que l'on a et qui fonctionne, plutôt que de démontrer qu'on a les moyens. Parce que montrer notre richesse, ça coûte de l'argent. Autant l'accumuler, l'investir, plutôt que de la montrer. Alors, pour toi, qui est le riche ici ? Est-ce que c'est celui qui montre ou est-ce que c'est celui qui le cache ? Pour bien comprendre la différence entre ces 2 schémas mentaux, on va comparer 2 autres profils de revenus quasi identiques. Donc dans le livre, on nous parle de 2 personnes. L'un, c'est Bubba Richards, qui est propriétaire d'un parc de mobil-homes. Il gagne environ 90 000 $ par an. Son patrimoine net est de 1 100 000, donc selon l'équation. Il vit simplement, investit massivement et ne ressent pas le besoin, en fait, lui, d'impressionner ses voisins. En gros, lui, il montre pas sa richesse. Alors que James Ford, lui, qui est un avocat, il gagne un peu plus que Bubba, il est à 92 000 $ par an, et pourtant son patrimoine n'est que de 225 000 $.
C'est étonnant parce qu'ils ont le même revenu. Alors pourquoi? Mais parce que, en tant qu'avocat, eh bien, il subit une pression de statut social. C'est-à-dire qu'il doit porter des vêtements de marque, il doit être toujours en costume cravate, il doit conduire une voiture de luxe parce que tous ses copains, tous ses collègues de travail, eh bien, ils ont une voiture de luxe. Et il est membre de clubs de golf, donc très connus aux États-Unis. Et donc tout ça, ça coûte. Eh bien, il vit au-dessus de ses moyens, alors qu'il pourrait accumuler de la richesse. James, il va travailler pour ses objets sociaux, alors que Booba, lui, au contraire, il fait travailler son argent pour lui. Et j'ai une question à te poser ici. Pose-toi la question de qu'est-ce que tu fais de ce que tu gagnes? Parce qu'au final, la richesse n'appartient pas à ceux qui le montrent plus ou à ceux qui ont les plus hauts revenus, mais il appartient à ceux qui savent construire patiemment la richesse et souvent discrètement sans qu'on le voie. Alors on va maintenant se poser la question si on est programmé comme un accumulateur de richesse ou comme un consommateur. Avec l'histoire qui nous est proposée dans le livre, c'est l'histoire de Teddy Friend, qui est un homme normal, classique. Il raconte un peu, les auteurs racontent un peu comment il vit, quelles sont ses croyances en tant que profil de consommateur de richesse, donc une personne donc, qui va consommer plus que ce qu'il gagne. Les auteurs parlent d'abord de son héritage, de ses croyances. On va parler de son histoire pour comprendre ce qu'est être sous-accumulateur. Pour Teddy Friend, ses parents, ils étaient professionnels de l'utilisation de ressources. Bien que gagnant peu, ils dépensaient chaque dollar qu'ils gagnaient immédiatement. Ils achetaient de tout. Par impulsion, ils stockaient de la camelote, n'importe quoi, ils ne mettaient jamais de l'argent de côté pour les jours difficiles. Et donc longtemps, avec sa famille, Teddy, lui, il a appris une leçon qui est gravée dans son esprit à vie. Pour Teddy, au vu de ce que faisaient ses parents, il se disait qu'on gagne de l'argent pour le dépenser. S'il y a besoin de dépenser plus, la seule solution pour Teddy, qui est programmée dans son cerveau, c'est de gagner plus. Jamais de réduire son train de vie. Il était un sous-accumulateur. À chaque fois qu'il gagnait plus, il consommait plus et n'avait pas d'épargne. Avec ce que l'on a vu ici, un peu l'introduction de l'histoire de Teddy, eh bien, on voit que la programmation commence souvent pendant notre enfance, pendant l'observation de nos parents. On a tendance souvent à les copier, à copier les comportements de nos parents, tant bien en mal qu'en bien. Et c'est naturel parce qu'on recherche toujours des modèles sur lesquels nous appuyer. On cherche toujours un repère. Donc, on copie les personnes qui sont autour de nous, c'est naturel. Maintenant, on va voir que le modèle de sous-accumulation, eh bien, il n'est pas bon. C'est-à-dire que on ne doit pas consommer plus que ce que l'on gagne. Et cela peut s'appliquer dans tous les domaines de notre vie, mais la programmation des sous-accumulateurs empêche aussi les intérêts composés de fonctionner. On en a parlé récemment dans le résumé du livre de l'effet cumulé de Darren Hardy, dans lequel chaque action que l'on fait, de manière répétée dans le temps, peuvent soit nous apporter de gros résultats positifs, mais aussi des résultats négatifs. Et les parents de Teddy, eux, eh bien, ils avaient une autre habitude. En plus d'acheter compulsivement et de consommer leur argent, ils étaient fumeurs. Ils fumaient 3 paquets par jour. Ça paraît insignifiant, hein? Bon, 3 paquets, c'est quand même énorme. Mais au long terme, au bout de 46 ans qu'ils fument maintenant, ils ont dépensé plus de 33 190 $ en cigarettes. Soit plus que le prix d'achat de leur propre maison à l'époque. C'est énorme. S'ils avaient été programmés peut-être comme des accumulateurs de richesse, eh bien, ils auraient peut-être investi cet argent dans un fonds indiciel, par exemple. Ils auraient eu 100 000 $ via la bourse, en estimant un taux moyen à 7%. S'ils avaient investi dans une auction, par exemple, comme Philip Morris, la fameuse marque de cigarettes, leur portefeuille vaudrait, selon les auteurs, aujourd'hui plus de 2 millions de $, au moment où le livre est écrit en 1996. Ils seraient riches, millionnaires. Et malheureusement, Teddy, lui,
Il a hérité de cette incapacité à faire que la richesse se construit avec de petits changements transformés en investissements significatifs. Et ce que l'on doit retenir ici, ce que l'on doit apprendre, une leçon peut-être qu'on doit retenir, c'est que chaque action que l'on fait tous les jours doit être focalisée sur l'accumulation de richesses, sur l'effet cumulé, comme on a vu dans le livre précédent, qu'on a résumé ensemble. On doit aussi changer notre mentalité et s'orienter sur l'épargne et l'investissement plutôt que sur la consommation de ce que l'on gagne. Si les parents de Teddy n'auraient pas fumé autant, ils auraient pu investir. Mais le problème, c'est que leur mentalité, leurs croyances, leurs dépenses impulsives les ont empêchés d'attirer la richesse. Et selon les auteurs, beaucoup de profils sous-accumulateurs, comme les parents de Teddy, sont programmés par un sentiment d'infériorité, vécu dans leur jeunesse. Teddy, lui, il a grandi dans une maison construite avec des matériaux de récupération et son père lui coupait les cheveux lui-même. Donc avec un résultat médiocre, il n'était pas coiffeur professionnel, donc c'était pas terrible. Mais bon, les cheveux étaient coupés, c'était le plus important. Et en voyant les enfants riches, avec belles voitures au lycée, donc Teddy, lui, il s'est juré que d'être mieux loti qu'eux ou d'être dans une meilleure situation. Autrement dit, de vivre une meilleure vie, entre guillemets. Mais comme on l'a vu, le programme qui est ancré chez Teddy n'est pas le bon. Pour lui, être mieux loti, ça signifie afficher des signes extérieurs de richesse. Montres de luxe, voitures de sport, club privé, pour prouver son succès aux autres. Et toute sa vie, il travaille pour impressionner les gens qu'il imagine supérieurs, se punissant même lui-même psychologiquement parce qu'il n'a pas de diplôme prestigieux, donc ça lui fait encore plus de mal de consommer plus que ce qu'il a. Et donc le résultat, il vit au-dessus de ses moyens. Et son compte en banque, eh bien il n'est pas bon, il est plutôt dans le rouge. Teddy possède aussi un autre blocage, un autre schéma mental. Il utilise la peur comme moteur pour, par exemple, la peur du défaut de paiement, pour s'obliger à travailler. Dès qu'il voit que son compte arrive au négatif, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se mettre à travailler plus, à trouver un job en plus, trouver un job qui te permet d'avoir plus pour arriver aux fins de mois. Il achète massivement à crédit pour que le stress de la dette le pousse à être plus agressif dans ses ventes, par exemple. Le résultat, bien qu'il gagne aujourd'hui 221 000 $ par an, il ne possède rien, car il est possédé par ses possessions. Il est possédé par ses crédits, sa surconsommation. S'il arrêtait de travailler aujourd'hui, sa richesse ne lui permettrait pas de survivre que pendant 1 an. Et avec l'histoire qu'on vient de voir de Teddy, ici on a vu que ce comportement, cette manière de penser n'est pas la bonne. Pourquoi ? Parce qu'il vit toujours dans le stress. Il dépend toujours de ses possessions. Il dépend toujours de ses crédits, de son travail, et ne profite même pas de ce qu'il a de plus précieux, sa famille. Puisqu'il travaille pour payer ses factures, donc il doit travailler plus. Et maintenant, on va voir quels sont les facteurs de richesse à adopter pour passer de sous-accumulateur, comme Teddy, à accumulateur de richesse. On va voir 4 principes des millionnaires qui ressortent dans ce livre. Et le premier principe, c'est la frugalité. C'est une habitude centrale du livre. C'est la première habitude qu'on va voir ici. C'est l'élément le plus constant chez les millionnaires, qui a été étudié, et c'est leur rapport à la consommation. Contrairement à l'image que l'on a vue tout à l'heure de la consommation et de montrer ce que l'on a, beaucoup de personnes riches ne dépensent pas de manière excessive. La majorité d'entre elles, de ces personnes riches, vivent en dessous de leurs moyens, et pas au-dessus, comme on l'a vu tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elles gagnent plus qu'elles ne dépensent. La différence est qu'ils investissent régulièrement, ou ils épargnent régulièrement. Et avec le temps, cette discipline d'épargner ou d'investir crée un effet cumulé très puissant. Petit à petit, les investissements produisent des revenus supplémentaires qui génèrent à leur tour de nouveaux investissements et produisent d'autres revenus complémentaires. Je ne sais pas si tu me suis ici, mais la richesse devient alors le résultat d'un comportement répété, d'un effet cumulé de petites habitudes d'investissement et d'épargne sur le long terme. La majorité des millionnaires, en fait, ils n'ont jamais dépensé même 1/10 de leur salaire
pour une montre de luxe, à part si c'est pour investir. Je vais te donner un exemple ici d'une femme qui est ingénieure, qui est millionnaire. Eh bien, cette femme, elle va obliger ses enfants à commander un menu à $1 pour apprendre la valeur de l'argent. Ils inculquent la valeur à leurs enfants, pas comme l'histoire de Teddy où, lui, il apprenait à consommer. Il faut que tu retiennes ici que 50% des millionnaires, 50% c'est énorme, n'ont jamais payé plus de $399 pour un costume, pas comme l'avocat de tout à l'heure, et plus de $140 pour une paire de chaussures. Donc ça, c'est très cher pour les millionnaires. Donc, la règle d'or que tu dois retenir ici, c'est que les riches minimisent leurs revenus imposables. Ils vont maximiser leurs revenus et ils vont investir tout ce qui rentre. Épargner 15% de leurs revenus et investir tout le reste pour générer des revenus passifs. Donc le premier principe, c'est être frugal, vivre en dessous de ses moyens. Ne pas consommer tout ce que tu as, épargner et investir le plus possible. Le deuxième principe, c'est l'indépendance professionnelle. On va voir quelques chiffres ici. Environ 2/3 des millionnaires sont travailleurs indépendants ou entrepreneurs. Cela ne signifie pas que tu ne peux pas devenir riche en étant salarié, mais que l'entrepreneur, il offre une caractéristique supplémentaire. C'est la possibilité de contrôler directement les revenus et les résultats que tu as et tes propres décisions. Parce que quand une personne travaille pour elle-même, elle peut choisir ses clients, elle peut développer son activité, elle peut choisir ses revenus, elle peut choisir aussi ses actifs. Et ça, c'est super important. Il est environ 4 fois plus probable de devenir millionnaire en travaillant pour soi-même qu'en étant simplement employé. Et cela va s'expliquer par le fait qu'une entreprise peut croître, générer des profits et parfois être revendue. Cette entreprise peut devenir une source de richesse bien au-delà du revenu que l'on peut avoir naturellement. Par exemple, si tu montes une entreprise et qu'au bout de 5 ans ou 10 ans, elle vaut 5 millions ou 6 millions de dollars, 5 millions d'euros, tu peux la revendre. Et ça, c'est un plus. Quand tu es salarié, tu n'as pas cette possibilité-là. Tu termines ton contrat, et bien c'est fini, tu reçois un peu ton ancienneté peut-être, mais rien de plus. Comme on l'a vu, environ 2/3 des millionnaires sont des travailleurs indépendants ou des entrepreneurs. Ça ne signifie pas qu'être entrepreneur garantit la richesse, mais il offre la possibilité de contrôler donc ses revenus. Et dans quel domaine tu peux vraiment investir ou trouver ou créer ton entreprise? Les vrais riches, en fait, ils possèdent souvent des entreprises dites ordinaires, c'est-à-dire des entreprises de soudure, de riziculture pour le riz, propriétaires de parcs de mobil-home, comme on l'a vu tout à l'heure, ou encore exterminateurs de cafards. C'est pas des entreprises qui font rêver, hein, comme des startups ou autres. Et ça peut même choquer, hein, cette statistique. Mais effectivement, ce sont des entreprises qui sont pas très connues. Les travailleurs indépendants sont 4 fois plus susceptibles d'être millionnaires que ceux qui travaillent pour les autres. C'est énorme. Et pourquoi? Parce que un employé a une seule source de revenus, son patron. Tandis qu'un entrepreneur possède des centaines, ses clients. On a vu qu'on peut créer des entreprises qui sont modestes. Et il faut être modeste. Parce que ces entreprises-là, elles paraissent insignifiantes, mais on a toujours besoin peut-être d'exterminateurs de cafards, d'un parc de mobil-home. Parce que forcément, dans les campings, ils ont besoin de changer leur parc. De riziculteurs, parce que forcément, le riz, on l'en consomme beaucoup. Par exemple, des soudures, des entreprises de soudure pour créer, pour souder des voitures, pour souder n'importe quelle pièce, même pour l'armée. C'est des entreprises qui sont fondamentales, mais qui sont silencieuses, qui ne sont pas attirantes. Je t'invite d'ailleurs, un premier passage à l'action ici, c'est de rechercher un domaine qui t'intéresse, ou pas forcément, mais qui a potentiellement une source de revenus qui peut être exponentielle, comme dans ces domaines-là qu'on a vus. Hein. C'est pas forcément des domaines comme dans la technologie ou dans l'informatique, mais des domaines plutôt méconnus ou qui travaillent en arrière-plan, mais qui sont très demandés. Donc le principe que l'on a vu ici, c'est que on doit,
Pour être riche, on a plus de chances de le devenir en étant indépendant ou entrepreneur dans des domaines qui sont demandés. Maintenant, on va voir le troisième principe de la richesse, c'est que les fortunes sont construites et pas héritées. Environ 80% des millionnaires sont des personnes qui ont construit leur richesse par eux-mêmes. Ils ne sont pas nés dans des familles riches, ils ont progressivement bâti leur patrimoine grâce à leur travail, leur investissement et leur discipline financière. Et cela va changer complètement notre perspective de l'entrepreneur et du riche. Parce que souvent, devenir riche, c'est lié à une habitude financière adoptée sur plusieurs décennies. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un effet cumulé d'actions quotidiennes qui amène à la richesse. Comme on l'a vu dans l'épisode du podcast de l'effet cumulé, comme on l'a dit tout à l'heure. Et je t'invite d'ailleurs à aller l'écouter également. Parce que ce livre, il va approfondir le fait que des actions positives répétées dans le temps apportent des résultats extraordinaires. Mais ici, on va parler dans ce principe-là de l'indépendance. Contrairement aux idées reçues et aux préjugés que nous faisons, moins de 20% des millionnaires ont hérité de 10% ou plus de leur fortune. Plus de la moitié n'ont jamais reçu le moindre dollar en héritage, le moindre euro en héritage. Et dans le livre, les auteurs, ils parlent d'un couple, Berl et Suzanne, qui ont bâti une entreprise de construction prospère en partant de zéro. Ils n'ont jamais possédé de voiture de luxe ni voyagé à l'étranger, préférant plutôt investir chaque argent qui rentrait dans leur outil de travail et leur discipline financière. Pour ces entrepreneurs solos qui se sont construits tout seuls, le voyage vers la richesse est bien plus satisfaisant que la destination. Ils ont tiré, ce couple, une immense fierté d'avoir atteint leur objectif financier par leur propre travail acharné. Qu'est-ce qu'on leur retient ici ? Eh bien, qu'il faut construire notre richesse par nous-mêmes. On peut bien être entouré de conseillers financiers, d'être aidé peut-être par d'autres organismes, mais on doit se construire par nous-mêmes. Et donc le quatrième principe que l'on va voir ici, c'est la richesse réelle privilégie l'indépendance financière au statut social. Parce que la plupart d'entre nous, en fait, dès qu'un nouvel iPhone y sort, dès qu'une nouvelle technologie sort, on s'y jette dessus pour l'acheter. Alors que notre iPhone actuel, notre téléphone actuel, il fonctionne très bien, il date peut-être de 2 ans, mais il fonctionne encore très bien. Ou encore quand une nouvelle voiture sort, on se dit que l'on pourrait faire un nouveau crédit pour l'acheter, ou encore un leasing. Eh bien, on va voir ici que les riches, dans la globalité, ils ne font pas ça. Les millionnaires préfèrent plutôt les voitures classiques. Ils achètent souvent d'occasion pour éviter d'acheter des voitures neuves et de perdre de l'argent dans les 2 ans, puisque c'est vrai que quand on achète une voiture neuve, au bout de 2 ans, elle perd déjà 20% de sa valeur. Et dans ce chapitre, qui est dédié à l'indépendance financière, Stanley et Danko, les auteurs du livre, ils démontrent que 81% des millionnaires achètent leur véhicule et que moins de 20% les prennent en leasing, en location. Pourquoi ils font ça ? Pourquoi ils n'achètent pas en leasing alors qu'ils pourraient avoir une voiture neuve peut-être et que tous les 2 ans ils pourraient la changer ? Parce qu'en fait pour eux le leasing c'est un outil pour ceux qui veulent paraître riches sans avoir les moyens. On nous donne ici l'exemple de Mr. Alan, qui est un multimillionnaire dont la fortune est 10 fois supérieure à celle attendue pour son âge. Je crois qu'il a entre 25 et 30 ans, je ne me souviens plus. Et un jour, les associés de Mr. Alan, eh bien, ils lui offrent une Rolls-Royce, une voiture de luxe. Qu'est-ce qu'il a fait, Mr. Alan ? Eh bien, il a refusé de recevoir ce véhicule. Pourquoi il a refusé ? Eh bien, ça va être intéressant. Là, je t'invite à écouter, parce qu'en fait, il ne voulait pas changer son style de vie. Parce que Mr. Alan, lui, c'était un amateur de pêche, et il préférait pouvoir jeter ses poissons qu'il venait de pêcher sur le siège arrière de sa voiture habituelle, sur sa vieille voiture, après une partie de pêche, sans culpabilité. Donc, lui, il avait l'habitude de jeter ses poissons sur la banquette arrière de la voiture, sans culpabilité. Donc, plutôt que d'avoir peur de salir en fait ses sièges en cuir de sa nouvelle voiture, il préférait utiliser sa vieille voiture pour pouvoir salir les sièges arrière. Ça paraît simple, ça paraît bête, mais voilà pourquoi il a refusé cette Rolls-Royce. Et en plus de ça,
Il craignait que l'entrée de ce véhicule dans son patrimoine, cette voiture de luxe, il craignait que ça change la vision de ses employés sur lui, ou encore que ce véhicule l'empêche de fréquenter les restaurants simples et modestes qu'il appréciait d'aller manger, où il appréciait d'aller manger. Et pour lui, cet objet-là, cette voiture, reflétait un statut social. C'était plutôt un fardeau, voire un obstacle à son indépendance financière. Et la leçon qu'on doit retenir ici, eh bien, c'est simplement que les produits que l'on achète changent les gens. Si tu achètes une voiture de luxe, alors tu te sentiras obligé d'acheter des vêtements, la maison et le style de vie qui va avec. Et Monsieur Allen, lui, il a compris que la Rolls-Royce était, comme disons, un cheval de Troie. Un cheval de Troie pour son indépendance financière, un piège qu'il ne pourrait jamais se permettre d'entretenir. Alors si tu penses toujours que les millionnaires roulent tous en Ferrari, regarde ces statistiques extraites directement des recherches des auteurs. Première statistique, le prix moyen d'une voiture qu'un millionnaire a payé est de 25 000 $. C'est pas grand-chose. S'ils sont millionnaires, ils pourraient se permettre plus. Mais ils se limitent à ce montant. Une autre statistique, 50% des millionnaires n'ont jamais dépensé plus de 29 000 $ pour un véhicule dans toute leur vie. 37% des millionnaires achètent des voitures d'occasion. Voilà les chiffres. Selon les auteurs, 20% des millionnaires achètent leurs véhicules d'occasion et préfèrent les voitures les moins chères, mais qui exercent bien leur fonction. Ça, c'est super intéressant et je pense qu'on peut l'appliquer dans notre vie, parce que souvent, je crois que j'ai déjà dépassé le montant des 24 000 $ en achat de véhicule, c'est possible, je ne sais pas, entre les frais, etc. Et on va résumer ici leur tactique. En fait, ils sont extrêmement patients. Qu'est-ce qu'ils font ? Au lieu d'acheter la première voiture qu'ils trouvent, eh bien, ils peuvent passer des mois à la chercher. Ils vont chercher la perle rare auprès des particuliers qui sont pressés de vendre. Et du coup, ce qu'on peut résumer ici, c'est qu'il faut vivre en dessous de ses moyens. Il faut être frugal, mais il faut aussi faire attention à ne pas montrer que l'on a de l'argent. Il faut vivre en dessous de ses moyens, ok, mais il ne faut pas acheter, par exemple, des éléments qui coûteraient de l'argent, comme une voiture, comme une montre de luxe, comme des vêtements de marque. Essayez d'éviter tout ça. Et au lieu de ça, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va épargner notre argent. On va l'investir aussi pour le long terme. Peut-être se lancer, si on a épargné un petit peu d'argent, on peut peut-être se lancer en tant qu'entrepreneur. Lancer un business qui soit pas très connu, mais qui est très demandeur, comme par exemple une entreprise sur construction de pièces de véhicules, de soudure, ou même, comme on l'a vu tout à l'heure, dans la riziculture, dans l'alimentaire, c'est très demandeur puisqu'on a besoin de manger. Donc, essayez de chercher un secteur pour vous lancer en tant qu'entrepreneur, par exemple, qui soit très demandeur, un secteur demandeur, mais pas très visible comme, par exemple, la technologie ou l'informatique. Bien que ces secteurs-là ne sont pas à négliger, ce sont des secteurs qui génèrent des millions, des milliards par an, mais choisissez un bon secteur. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ici ? On a vu le portrait du millionnaire, que ce portrait il est très différent de celui qu'on imagine. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui cherche à impressionner. On a vu que souvent, c'est quelqu'un qui travaille régulièrement, qui travaille avec prudence, qui investit sur le long terme et qui évite aussi les excès de consommation, comme on vient de le dire à l'instant. On voit bien que la richesse devient alors moins spectaculaire, mais moins bling-bling. On montre moins ce que l'on a, mais c'est plus une conséquence logique d'un mode de vie discipliné, d'être frugal, vivre en dessous de ses moyens, d'un effet cumulé d'actions positives orientées vers la richesse. Et c'est peut-être l'une des leçons les plus importantes du livre. La richesse visible n'est pas toujours la richesse réelle. Bien souvent, les personnes les plus riches sont aussi celles qui ressentent le moins le besoin de le montrer. Et donc ça, c'est une habitude à ancrer en nous, à changer notre paradigme. On doit moins ressentir le besoin de montrer ce que l'on a. Et le problème, ça, c'est que ce n'est pas facile d'adopter les habitudes financières qui nous rendent riches. Comme par exemple éviter de consommer tout ce que l'on gagne. Ça, c'est difficile au départ. Notre premier salaire, eh bien, on a envie de consommer puisque c'est notre premier travail, par exemple.
c'est compliqué de garder notre argent. Ou encore, c'est difficile d'investir pour faire fructifier son argent quand on n'y connaît rien. Parce que le problème, c'est que 90% des gens, 90% d'entre nous, on est programmé pour consommer. Programmé comme un consommateur, comme un sous-accumulateur de richesse. Eh bien, maintenant, on va voir un petit passage à l'action. Comment briser ce programme-là qui est ancré en nous? Donc, si tu te reconnais dans le profil de Teddy Friend qu'on a vu tout à l'heure, qu'on a vu en début de résumé, tu dois comprendre une chose essentielle. Tout d'abord, ta situation actuelle n'est pas une fatalité. Cette situation est simplement le résultat d'une programmation héritée de ta famille, de ton expérience, d'un paradigme que tu as intégré sans forcément t'en rendre compte. Et la bonne nouvelle, c'est que tout ça, ça peut être changé. Même si tu ne te reconnais pas dans le portrait de Teddy Friend qu'on a vu tout à l'heure, je t'invite quand même à faire l'exercice que l'on va voir maintenant, qu'on va faire maintenant ensemble, parce qu'il peut te révéler des choses que tu n'avais jamais vraiment regardées en face. Le premier passage à l'action, c'est la prise de conscience. Commence par appliquer la formule que l'on a vue tout à l'heure, qui est proposée dans le livre que l'on résume ici ensemble. Et la formule, c'est âge multiplié par revenu divisé par 10. Le résultat te donne une estimation du patrimoine que tu devrais avoir accumulé aujourd'hui. Par exemple, si tu as 30 ans et que tu gagnes 2 000 euros par mois, eh bien, ton revenu annuel est de 24 000 euros. On fait le calcul, hein. Comme on l'a dit tout à l'heure, je te répète un peu ce qu'on a vu en début de résumé. Tu as 30 ans, tu multiplies ton âge par ton résultat annuel, ton revenu annuel 24 000, ça fait 720 000, on divise par 10, 72 000 euros annuels. C'est le patrimoine moyen que tu devrais avoir. Mais si ton patrimoine est inférieur à la moitié de ce chiffre, alors, selon les auteurs, tu es considéré comme un sous-accumulateur de richesse. Quelqu'un qui accumule moins de richesse que la moyenne. Et donc, le résultat doit être le double de ces 72 000 euros, 144 000 euros. Deuxième passage à l'action, c'est tu dois faire également un audit de consommation. Parce que les UAW, donc les under accumulators of wealth, les sous-accumulateurs de richesse, ils passent souvent plus de temps à acheter des objets de statut social plutôt qu'à planifier leur avenir financier. Alors que les accumulateurs de richesse, eux, ils passent en moyenne plus de 8 heures par mois à gérer leur investissement et leur patrimoine. Ça paraît énorme, mais au final, ce sont que 2 heures par semaine, 1 heure et demie. Si tous les dimanches, par exemple, tu t'y mets à créer ton budget, par exemple, et à surveiller tes dépenses, eh bien déjà, c'est un plus. Et l'exercice ici que je veux que tu fasses, c'est de repenser à un achat que tu as fait récent, que tu as fait uniquement pour l'image ou le statut. Par exemple, un vêtement de marque que tu t'es acheté, un téléphone un peu trop cher, une voiture en leasing qui dépasse ton budget. Et tu dois reconnaître une chose, que cet achat n'était pas un investissement, c'était une perte de patrimoine. Et une fois que tu as reconnu que cet achat était une perte de patrimoine, tu vas mettre en place une nouvelle habitude qui va remplacer celle-ci. Tu vas consacrer au moins 1 heure par semaine déjà à regarder tes finances, ton budget, ton patrimoine et tes investissements, ou passer simplement 1 heure à regarder l'évolution de ton compte en banque. Et si 1 heure par semaine te semble trop, eh bien commence au moins 1 fois par mois. 1 heure par mois, 2 heures par mois. Le simple fait de regarder tes finances va changer ta relation et ta perception de l'argent. Troisième passage à l'action ici que je te propose, c'est de changer ton focus. Ici, c'est plutôt ta perception de l'argent aussi. Tu dois comprendre que l'indépendance financière est bien plus gratifiante que le statut social. Dans le livre, les auteurs citent une expression texane qu'on a vue précédemment. Et pour toi, cette expression, ça doit être ton mantra pour toute ta vie. Choisis d'avoir beaucoup de bétail et un petit chapeau plutôt qu'un grand chapeau et pas de bétail. Autrement dit, ne cherche pas à paraître riche, cherche à le devenir réellement. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ici dans cette partie? Pour résumer un peu le résumé, on a vu qu'il y avait un mythe, que l'apparence n'était pas forcément la richesse. Le vrai millionnaire, lui, il est discret, il est frugal.
Et celui qui s'affiche, c'est plutôt un faux millionnaire. La règle que tu dois retenir ici, c'est que la richesse, c'est ce que tu accumules, pas ce que tu consommes. Et donc on a vu la formule qu'on vient de voir dans le passage à l'action. On a vu aussi l'expression texane, gros chapeau, pas de bétail, et la comparaison entre ceux qui travaillent pour paraître comme le banquier et l'avocat et ceux dont l'argent travaille pour eux, l'entrepreneur discret. Et je t'invite à être cet entrepreneur discret, d'ailleurs. On a vu aussi l'histoire de Teddy, qu'il était programmé pour dépenser, et qu'il avait une pression sociale, il consommait pour soigner son ego plutôt que de compenser un complexe d'infériorité. Il était piégé dans la dette, il travaillait pour payer ses factures plutôt que pour sa liberté financière. On a vu également 4 facteurs de richesse, comme par exemple la frugalité, vivre en dessous de ses moyens, et investir et épargner systématiquement. On a vu que le premier point d'accès à la richesse, c'était l'entrepreneuriat, parce qu'on peut contrôler nos revenus et créer des actifs, et qu'on a 4 fois plus de chances de devenir riche en étant entrepreneur, qu'on doit viser l'indépendance financière plutôt que le statut social, et que l'on doit viser l'effet cumulé, c'est-à-dire de petites actions quotidiennes répétées pour réussir à atteindre cette indépendance financière. On doit adopter les habitudes financières qui nous mènent à la richesse. Et ce que j'ai envie que tu retiennes de cette première partie sur le portrait du millionnaire, c'est quelque chose de très simple. Au final, la richesse ne dépend pas d'un héritage que l'on reçoit, ni d'un salaire de ministre que l'on aurait, ni de l'apparence que l'on projette aux autres, de ce que l'on montre. Elle dépend plutôt et surtout de petites décisions quotidiennes, des choix tellement simples qu'on a tendance à les sous-estimer, c'est-à-dire décider de vivre en dessous de ses moyens, préférer l'investissement à la consommation et choisir la liberté financière plutôt que le statut social. Ces choix simples et classiques, si on les répète jour après jour, semaine après semaine, année après année, eh bien ces petites décisions, elles vont finir par créer un effet cumulé puissant. C'est là que tout commence. Tout commence par prendre la responsabilité de son patrimoine, regarder ce qui se passe dans notre compte chaque semaine, faire travailler ton argent plutôt que de travailler pour des objets que tu achètes. Tu dois construire un schéma mental d'accumulation de richesses, ce schéma qui travaille pour toi plutôt que contre toi. Parce qu'avec le temps, ce ne sont pas les signes extérieurs de richesse qui te permettent de changer ta vie, ce sont tes habitudes de frugalité, d'investissement répétées avec constance. Mais ce n'est que la première partie ici que je viens de te résumer. Dans la suite de ce résumé de The Millionaire Next Door, on va voir quelque chose d'encore plus intéressant. On va voir pourquoi certains parviennent à maintenir cette richesse sur plusieurs générations, alors que d'autres voient leur patrimoine s'évaporer. On va parler aussi de l'éducation financière de nos enfants, du choix stratégique de leur carrière et surtout des 7 facteurs clés pour multiplier ton patrimoine et devenir, toi aussi, le prochain millionnaire d'à côté. Alors si cet épisode t'a apporté de la valeur, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire si cet épisode t'a plu. Allez, on se retrouve très vite dans le prochain épisode.